Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons revenir sur ces sujets d'épargne salariale dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale. Nous allons revenir sur ces dispositifs, mais surtout sur les raisons qui poussent le gouvernement à donner une nouvelle fois mission à 3 ambassadeurs à l'intéressement et à la participation afin de promouvoir ces dispositifs. Et les raisons vont nous amener à nous poser la question de la situation actuelle en matière d'épargne salariale au sein des entreprises françaises. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Havet, délégué général de Fondacte. Bonjour Pierre Havet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Fondacte qui a des propositions également en matière d'épargne salariale. Fondacte, un petit mot rapide, c'est finalement une association qui rassemble les entreprises, je cite votre site internet, convaincus du partage de la création de valeur, donc les entreprises qui pratiquent l'épargne salariale. Totalement. Une centaine d'adhérents, une association qui existe depuis une quarantaine d'années, et donc une association qui fait aussi des propositions dans le contexte de la semaine de l'épargne salariale, entre autres, après avoir organisé il y a quelques semaines nos rencontres. On avait réuni à la fois les praticiens, le monde financier qui est autour, et puis aussi le monde parlementaire. Eh ben, on va revenir justement sur ces propositions dans un instant. Pour nous accompagner également, François Perret est en plateau. Bonjour. Bonjour. François Perret, vous êtes économiste, directeur général de Pacte PME, mais aussi et surtout dans le sujet qui nous anime aujourd'hui, ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Vous êtes également membre de la Société d'économie politique. Vous êtes ambassadeur à l'intéressement et à la participation, François Perret, pour la 3e année consécutive. Ça fait 3 ans que le gouvernement nomme 3 ambassadeurs à l'intéressement et à la participation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle décision pour la 3e année consécutive de nommer des ambassadeurs sur le sujet? C'est qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire niveau entreprise. Je crois qu'il faut comprendre que l'épargne salariale et le partage de la valeur, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. C'est un travail de fond. Effectivement, pour qu'on puisse diffuser l'épargne salariale dans l'ensemble des entreprises et pas seulement dans les grands groupes et les ETI qui sont déjà très largement équipés, il faut effectivement faire beaucoup de pédagogie, sans doute davantage de simplification, j'imagine qu'on y viendra. Il faut convaincre les employeurs, il faut convaincre les salariés, il faut convaincre les branches professionnelles. Donc c'est vraiment un travail de fond sur lequel il faut être équipé, et c'est la raison pour laquelle je crois le gouvernement a fait appel à 3 personnalités qui sont relativement complémentaires pour faire passer ces messages. Alors, dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale, l'AFG a communiqué quelques chiffres. Je lis juste le titre du communiqué de presse, des dispositifs plébiscités par les épargnants. Donc on voit effectivement des épargnants qui mettent de plus en plus d'argent et de plus en plus d'argent de manière volontaire sur ces dispositifs d'épargne salariale. Moi j'ai envie de vous poser la question, François Perret, qu'est-ce qui bloque côté entreprise? Puisque je rappelle juste que côté grand groupe, c'est assez mécanique finalement d'avoir des dispositifs d'épargne salariale, c'est même obligatoire. Qu'est-ce qui bloque du côté intégralité du paysage des entreprises françaises et donc plutôt côté PME et ETI? C'est vrai, vous avez raison, il y a un paradoxe. Il y a un décalage entre la perception qu'ont les Français quand on les interroge sur l'épargne salariale, qui est une perception très positive. Je crois que chacun se rend compte que mettre de l'épargne salariale de côté, c'est aussi préparer son avenir. Que pour l'employeur, c'est aussi être plus attractif, être différenciant et parfois fidéliser les talents dans un contexte où il y a une bataille internationale pour s'appuyer sur les meilleures compétences. Et en même temps, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. C'est-à-dire que le déploiement dans les entreprises de moins de 250 salariés, dans les PME, est très largement inférieur à la couverture qu'on observe dans les grands groupes. On observe aussi, peut-être qu'on en redira aussi un mot, qu'il y a beaucoup moins d'accords de branche, c'est-à-dire qu'il y en a moins d'une trentaine aujourd'hui qui ont été signés, alors qu'on sait que cela pourrait aider au déploiement dans les entreprises. C'est ça, c'est en fait des accords en matière de secteur d'activité ou de métier, où là, toutes les entreprises du secteur acceptent finalement s'engagent à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. Là, pour le coup, il n'y en a pas autant que le gouvernement et vous, du coup, j'imagine, les 3 ambassadeurs auraient pu l'espérer. Voilà, c'est la raison pour laquelle, avec Thibault Langsade et Agnès Bricard, on a rencontré le 28 février dernier un certain nombre de branches pour essayer aussi de repositionner le sujet au-dessus de la pile. Mais enfin, on va pas se mentir, c'est certain que dans un contexte très inflationniste, la revendication est d'abord sous la forme d'augmentation de salaire. D'accord. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, l'épargne salariale, c'est plutôt un complément de rémunération.
Et c'est forcément des sujets qui s'opposent, parce qu'effectivement, l'entreprise qui met en place des dispositifs d'épargne salariale, elle a en face d'elle effectivement un certain nombre de salariés qui effectivement sont peut-être plus sur des sujets de revalorisation salariale. Mais est-ce que c'est forcément des sujets qui s'opposent, la revalorisation salariale et le complément de salaire avec justement des dispositifs d'épargne salariale? Alors pour moi, ce ne sont surtout pas des sujets qui s'opposent. Il y a vraiment les rémunérations fixes et les rémunérations variables. Il faut travailler sur les deux volets. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des craintes qui s'expriment, d'effets de substitution. Il y a toujours un certain nombre d'organisations, de partenaires sociaux qui pourraient craindre que si on augmente la dynamique de l'épargne salariale, cela se fait au détriment des salaires. Je crois que dans les faits, ce n'est pas franchement le cas. Simplement, pour aller vers l'augmentation de la dynamique d'épargne salariale, vous l'avez dit, il faut lever un certain nombre de freins. Et donc faire de la pédagogie. Et donc faire beaucoup de pédagogie, sans doute encore un peu de simplification, peut-être aller plus loin aussi dans les logiques de défiscalisation. Vous savez que la loi Pacte et la loi de financement de la Sécu pour 2019 avaient présenté des avancements très importants, puisqu'on avait supprimé le forfait social sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés et pour les autres formes d'épargne salariale dans les entreprises de moins de 50. On avait beaucoup avancé, mais de facto, généralement, quand on simplifie un peu en France, on rajoute aussi un peu de complexité parce qu'on met des strates. On a du mal à vraiment simplifier, effectivement. Et donc, je crois qu'il faut aller au bout de cette simplification. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué pour les finances publiques, il faut le comprendre, parce qu'à chaque fois qu'on supprime un seuil, on supprime aussi des rentrées fiscales. Donc, c'est un travail qu'il faut poursuivre dans le temps, de manière à ce que sur l'impact sur les finances publiques ne soit pas non plus trop lourd. Donc, il y a ce premier chantier qui est très important, qui est fiscal et social. Il y a un deuxième chantier qui est celui de la simplification et de la sécurisation des accords, sur lequel beaucoup de choses a été fait, notamment pour introduire davantage de souplesse. D'accord. Vous savez que là, on parle des accords de branche pour le coup, notamment des accords de branche, mais je parle plus largement encore de tout ce qui a été fait, par exemple, pour permettre à une entreprise de pouvoir déployer un accord sur un temps plus court. Vous savez, quand on est une start-up, quand on est une TPE, et qu'on vous dit que vous allez passer un accord d'épargne salariale sur 3 ans, eh bien, ça peut faire un peu peur au niveau de l'entreprise. Voilà, d'accord. Parce que quelle est la visibilité business à l'heure de la crise sanitaire, à l'heure d'une crise internationale en Ukraine, c'est pas forcément évident. Donc dorénavant, la loi ASAP, qui a été passée en 2020, autorise un employeur à passer un accord sur 1 à 3 ans. Donc ça, c'est une très très belle source de simplification et d'assouplissement. Alors je vous propose d'écouter également les propositions alors, qui proviennent des entreprises, finalement, à la suite des rencontres de l'épargne salariale donc organisées par Fondact. Vous avez 4 propositions, Pierre Havet, enfin vous, mais l'association Fondact. Je vais porter 4 propositions. 4 propositions, exactement, dans le cadre de l'épargne salariale pour promouvoir cette épargne salariale. Et alors justement, on revient sur le forfait social dans un premier temps, Pierre Havet. Alors oui, tout à fait. Le forfait social, ça n'a pas commencé d'ailleurs avec la loi Pacte ou plus récemment. Ça fait probablement 10 ans que nos prédécesseurs chez Fondact disent que ce forfait social a été une grosse erreur. D'accord. Le créer d'une part et l'augmenter par la suite. Donc aujourd'hui, effectivement, ce que nous pensons tous, c'est qu'il faut oser faire disparaître le forfait social, déjà pour globalement ou intégralement pour toutes les entreprises de moins de 250, parce que pour le moment c'est partiel. Donc aujourd'hui allons jusqu'au bout. Donc une suppression totale du forfait social. Oui, disparition totale. Comme ça clarifiera la grille qui est absolument confuse et finalement pas maîtrisable par la majeure partie des responsables d'entreprise. Et au bout du compte, prévoir sur le prochain quinquennat un plan de disparition de ce forfait social. Donc ça c'est clairement... Pourquoi ? Parce qu'on pense que l'argent consacré à ce forfait social serait beaucoup mieux consacré à une distribution auprès des salariés et serait beaucoup plus bénéfique, enfin, au bout du compte, un réinvestissement dans des plans d'actionnariat ou des plans d'épargne retraite. Alors, vous avez une deuxième proposition qui est encourager le partage de la valeur sous toutes ses formes. C'est le sous toutes ses formes, moi, qui m'interpelle. C'est d'autres formes que les dispositifs qui existent aujourd'hui ? C'est-à-dire que le partage de la valeur, c'est pas uniquement le partage de résultats. Vous en avez parlé avec François à l'instant, et je partage ce qui a été dit. Effectivement, il ne s'agit pas comment dirais-je, de peser sur l'équilibre économique de l'entreprise à moyen terme. Ça serait extrêmement dangereux. Donc c'est toute la subtilité des négociations d'ailleurs sur l'épargne salariale. Quand on met en place un dispositif, il ne faut pas qu'on soit soupçonné
de chercher à pousser de la masse salariale dans l'épargne salariale. Mais inversement, il faut aussi que l'épargne salariale ne soit pas quelque chose qui, durablement, mette l'entreprise en péril. Et ça, c'est tout l'effort pédagogique qu'il faut faire. On y reviendra sans doute sur la pédagogie. François l'a évoqué aussi, mais clairement, c'est un point important. Donc, les autres éléments du partage, c'est partage de la propriété de l'entreprise, donc à travers l'actionnariat salarié, et partage également du pouvoir, puisque l'actionnariat salarié donne un certain nombre de droits. Et alors, il nous reste quelques minutes si on veut revenir sur la pédagogie. Donc, troisième point, c'est promouvoir la liberté des choix, des moyens et des outils. Donc là, l'idée, c'est que les salariés puissent choisir réellement quels sont les dispositifs d'épargne salariale auxquels ils ont accès, ou c'est plutôt côté entreprise pour le coup? Alors là, pour le coup, nous, on parle au nom des entreprises. Bien sûr. Oui. Mais vous faisiez allusion à d'autres débats ou d'autres émissions comme celle-ci que vous avez organisées. Les salariés aussi, bien entendu, ont des choix. Il faut leur expliquer ces choix, il faut faire de la pédagogie autour de tout ça. Mais en tout cas, au niveau de l'entreprise, c'est effectivement de permettre aux entreprises, plutôt que de leur dire prenez l'intéressement ou prenez la participation ou que sais-je, ou la loi ou les dispositifs PEPA, prime pour l'emploi et le pouvoir d'achat, il faut plutôt laisser les entrepreneurs, les employeurs se choisir dans le cadre d'un dialogue social quand l'entreprise a la taille suffisante pour que ça existe. Donc, leur permettre de choisir le dispositif qui leur semble approprié. Et un mot également, alors effectivement, réintégrer ou en tout cas amplifier le sujet RSE également au sein des dispositifs d'épargne salariale. Oui, j'ai cité la gouvernance tout à l'heure, donc la RSE se dit aussi ESG dans d'autres sphères ou dans d'autres pays, donc environnement, sociétal et gouvernance. Et donc clairement, oui, on va toucher à ces sujets et développer la RSE et finalement développer une meilleure qualité de la politique sociale à l'intérieur de l'entreprise. Et pouvoir la mesurer. Et donc finalement revenir sur les questionnements actuels d'un certain nombre d'épargnants au-delà de l'épargne salariale effectivement en matière de RSE. Un mot rapide, il nous reste une minute sur le sujet pédagogie, peut-être avec vous François Perret. Du coup il faut faire de plus en plus de pédagogie, c'est l'objectif de cette semaine de l'épargne salariale. C'est une pédagogie qui est adressée à qui? Aux dirigeants d'entreprise? Alors effectivement on a parlé des salariés, mais après il faut s'adresser aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui? Je crois pas qu'il y ait de résistance forte chez les employeurs qui ont bien compris tous les avantages. Néanmoins, je pense qu'ils ne connaissent pas forcément tous les dispositifs qui existent. Si par exemple, je vous dis que l'URSSAF a publié sur son site un dispositif qui s'appelle « Mon intéressement pas à pas », eh bien, je crois qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'en ont pas encore connaissance. Or, ce dispositif permet effectivement d'être guidé étape après étape pour rédiger un accord. Donc ça, c'est extrêmement important de faire connaître tout ce qui existe aujourd'hui en termes de simplification, d'accords types qui peuvent exister également sur le site du ministère du Travail. Donc beaucoup d'éléments en direction de l'employeur. Je crois aussi beaucoup d'éléments en direction du salarié pour qu'on arrête d'opposer dans ce pays les intérêts du capital et les intérêts du travail. Il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait un partage équilibré entre l'employeur, les actionnaires, l'entreprise en termes de réinvestissement et le salarié en termes de rétribution de ses efforts. Et on finira là-dessus, c'est la fin du temps qui nous est imparti sur le sujet. Merci beaucoup François Perret, je rappelle que vous êtes ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Merci également Pierre Havet, je rappelle que vous êtes délégué général de Fondacte. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.